Tu fais quoi? Le baseball et d'autres passions pour tomber fond du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Lundi Sport sur RTI 1. Ce soir, nous sommes en compagnie de la paire de Koulibaly. Entendez, Koulibaly Seydou et Koulibaly Roméo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mec. Bonsoir, Samuel. Vous allez bien? Ça va. Ah ouais, vous riez, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit, hein, M. Koulibaly Seydou, chef de service RTI Sport. Alors, messieurs, nous allons décrypter ensemble l'actualité, hein, la dernière des éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Côte d'Ivoire-Lesotho, qui s'est joué donc au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et on parlera aussi, on va se projeter sur le match de demain, donc avec Côte d'Ivoire-Mali, un match attendu par plusieurs amoureux du ballon rond. Mais pour l'heure, voici le sommaire. 2023, 6e et dernière journée pour leur première à San Pedro. Les éléphants ont fait le job en remportant le match face aux Lesotho pour honorer la mémoire de Laurent Pokou et réussir le baptême du nouveau joyau. Cannes de l'hospitalité après Gadi Sely, capitaine victorieux Sénégal 92. C'est au tour de Yaya Touré de recevoir les honneurs de la Fédération ivoirienne de football en tant qu'ambassadeur de la prochaine Cannes en terre ivoirienne. Match amical Côte d'Ivoire-Mali, le match de la revanche pour les Aigles qui veulent surprendre le collectif de Jean-Louis Gasset à Ebimpe. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous allons naturellement parler de ce match Côte d'Ivoire-Lesotho. La dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 a eu lieu ce week-end. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient le Lesotho au stade de San Pedro. Victoire des éléphants 1-0. Les leçons de ce match avec Jean-Sylvain Ressot. Battu le Lesotho 1-0, mais ils n'ont pas du tout convaincu les supporters de San Pedro. Avec le portier Yaya Fofana, les défenseurs Ousmane Diomandé et Evan Ndika, ajoutés à l'attaquant Ouma Diakité qui faisait leur début avec la sélection ivoirienne, le 3-4-3 de Jean-Louis Gasset a montré d'énormes limites face aux Lesotho, excepté la ligne défensive qui n'a véritablement pas été inquiétée et dont on ne peut pour l'heure juger. Le milieu de terrain et l'attaque ont montré trop de carences. Bien que buteur en première période, Ibrahim Sangaré et ses coéquipiers ont éprouvé trop de difficultés dans le jeu en profondeur. Quant aux attaquants, ils ont confondu vitesse et précipitation, à l'image de ces courses infructueuses de Ouma Diakité. Sébastien Teddy, à l'heure, lui, a couru après des mirages. En 10 matchs sur le banc des éléphants, Jean-Louis Gasset n'a toujours pas d'identité de jeu et devra rapidement trouver la formule idéale pour doter la Côte d'Ivoire d'une équipe solide et efficace avant la CAN 2023. Et oui, c'est une équipe de Côte d'Ivoire à deux visages qu'on a eu à voir donc samedi dernier. Nous allons, Roméo Koulibaly, parler de ce premier visage en première période. Visage fait de rythme et naturellement de percussion dans le jeu. Cette Côte d'Ivoire-là, on a aimé la voir jouer. Oui, les premières minutes ont été très satisfaisantes avec déjà la barre transversale trouvée dès la deuxième minute par Jean-Philippe Crasso. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire portée vers l'offensive qui a tout de suite noyé cette équipe du Lesotho. Un très beau tandem, surtout à gauche, entre Adingra et Cornet où le ballon circulait très très bien. En défense, on va dire la triplette, puisque l'axe de cette défense-là était une défense à 3 avec Diomandé, Odilon et Ndika. Ils ont connu un après-midi tranquille, surtout en première période. Et puis Sangaré, comme à son habitude, en box-to-box, lui qui accompagne les actions offensives. C'est le meilleur artificier des éléphants, bizarrement, lui qui est pourtant milieu de terrain, avec 7 buts et 3 passes décisives, contrairement à cette attaque qui malheureusement n'arrive pas à marquer. Il a répondu présent, toujours à la lisière de cette surface de réparation, en attendant le deuxième ballon ou au troisième poteau. C'est son intelligence, c'est sa justesse tactique de savoir se placer, on va dire son amour du filet qui fait qu'aujourd'hui, on compose cette petite victoire, mais une très bonne première mi-temps. Petite victoire, mais une très bonne première mi-temps. Et on a eu Seydou Koulibaly, donc une deuxième période avec les éléphants. Cette fois-ci, l'entrée des tauliers et ce jeu quelque peu stéréotypé qu'on leur connaît. Non, il faut dire que ces genres de matchs, c'est toujours difficile de les aborder. Vous avez une équipe du Lesotho qui vient, qui met le bus en face, oui. Qui joue pratiquement à 5 derrière, qui joue avec 4 milieux de terrain, pratiquement un seul attaquant. C'est très difficile de jouer. Et moi, contrairement à ce qui s'est dit et ce que certains pensent, oui. Moi, j'ai été un peu satisfait de ce qui a été fait. D'accord. Satisfait parce qu'il faut comprendre un peu la situation.
On se trouve face à une équipe qui n'a rien à perdre, qui vient jouer dernière du groupe, qui est déjà éliminée avant même de jouer. Des éléphants qui jouent pour la première fois sur une pelouse, qui ont envie de prouver quelque chose. Et dans le même temps, on a un entraîneur qui se retrouve avec une cascade de joueurs à méforme, de joueurs qui ne jouent pas dans leur club, ou de certains qui sont absents. C'est difficile de former un groupe. 2, il aligne une équipe très jeune. On le voit un peu par la moyenne d'âge. C'est pas plus de 22 ans. Et de 3, dans cette équipe, il y a au moins 4 ou 5 qui débutaient pour la première fois avec les éléphants. Donc c'était assez difficile. Et de 4, il a cherché à mettre en place un certain système. C'était quoi? C'était de donner le maximum de munitions à Haller. En cherchant à mettre Adingra et Omar Diakité sur les côtés. Il a cherché à donner des passages sur le côté parce qu'avec les éléphants jusqu'alors, Haller n'a jamais pu profiter des débordements sur le côté. On l'a vu, cela a commencé à marcher un peu dans les 15 premières minutes. Et puis après, les choses se sont plus ou moins effritées. Donc c'est dire que c'est le genre de match très difficile à gérer pour un entraîneur. Et il est dans une phase de recherche encore, c'est vrai. On dira on a 5 mois de la CAN, on n'a pas encore trouvé une équipe type pour la Côte d'Ivoire. Mais à 5 mois aussi, entre les 5 mois qui restent avant le début de la compétition, beaucoup de choses peuvent se jouer. On peut se retrouver avec des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont en méforme, des joueurs qui ne sont plus titulaires dans leur club. Et là, l'équipe va être reformée. Donc, la véritable équipe de Côte d'Ivoire, on la verra peut-être à partir de décembre. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé justement de notre attaquant et notre attaque, surtout. Sébastien Haller, déjà quelque peu décrié. Est-ce que vous pensez que l'attaque ivoirienne, là, donc, a manqué ce passage face aux Lesotho parce que, naturellement, toutes les bonnes balles sont venues de nos milieux de terrain? Oui, forcément, quand on regarde le bilan comptable, on peut se dire que l'attaque a flanché. C'est vrai que dans cette attaque-là, Sébastien Haller a été trouvé véritablement toujours dans des situations difficiles. Même l'action qui amène le but, il est trouvé dos au but. Il a cette justesse technique-là de se retourner, de servir Sangaré qui vient à propos pour scorer. Mais il va sans dire que Adingra et Diakité ont fait le job, ils ont débordé. Ils ont centré, mais les centres n'ont pas été justes. À l'image de cette première incursion à la deuxième minute où Diakité trouve à contre-pied le portier, la balle revient sur les pieds de Crasso. Ensuite, Adingra, très virevoltant, il a toujours effacé ses vis-à-vis, mais après, que ce soit avec son pied gauche ou son pied droit, soit des centres entrants ou sortants, ça n'a jamais été à la justesse de Haller. C'est des automatismes qui vont se créer, qui vont naître au fil des matchs. Puisqu'on vient en sélection, c'est quoi? 3 jours, 4 jours d'entraînement avant d'aller au terrain. Après ça, il faut donc que les joueurs soient le plus souvent alignés ensemble. A contrario, vous avez vu que quand Karim Konaté a fait son entrée en seconde période, la première touche de balle de Diakité a été en profondeur pour trouver Karim parce qu'ils se connaissent, il sait comment son attaquant bouge et comment il aime les ballons. Donc c'est à Haller d'éduquer les ailiers et c'est aux ailiers de savoir lire les courses de Haller pour le mettre dans de bonnes conditions. On connaît tous sa valeur. Il brille à Dortmund, il a brillé à l'Ajax. En sélection, c'est poussif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même animation autour de Haller. Et je pense que ça va venir. Ce n'est pas le moment de flancher ou de désespérer. Je salue son mental d'acier parce que traverser un match ainsi, courir après des mirages à chaque fois qu'il vient en sélection et revenir toujours pour servir le maillot, pour moi, c'est à saluer. C'est à saluer. Vous restez positif, également confiant, comme Seydou Koulibaly. Mais on va encore parler de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il a manqué hier, d'après plusieurs analystes, donc il a manqué un leader dans cette équipe pour, comme second entraîneur sur le terrain quand même. Non, je ne dirais pas qu'il a manqué un leader sur le terrain. Et à un moment donné, il a manqué à cette équipe un peu de liens dans le jeu. On a joué un peu trop latéral face au regroupement massif du Lesotho devant leur défense. Et puis pour revenir un peu à Haller, il faut dire, voilà un joueur qui se cherche en sélection, qui a tout le potentiel, qui est l'un des meilleurs avant-centres à mon avis. Depuis le retrait de Didier Drogba, je pense que c'est le meilleur avant-centre qu'on possède aujourd'hui. Mais on ne joue pas pour lui. L'équipe ne joue pas pour lui. Il ne faut pas se voiler la face. L'équipe n'a pas encore joué pour lui. Cela a été tenté un peu à San Pedro en mettant les deux jeunes sur le côté, Adingra et
Ousmane Diakité sur le côté droit pour essayer de l'alimenter un peu. Ça n'a pas marché, la mayonnaise n'a pas pris. Mais quand on regarde un peu à l'heure dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'on n'a pas joué pour lui. On ne joue pas pour lui parce que... Et malgré cela, il a été besogneux. Voilà, il a été besogneux et de deux, mais en même temps, il est très utile à l'équipe. Parce qu'à lui seul, il monopolise, quelle que soit la capacité, la qualité du match qu'on a à jouer. À lui seul, quand il est dans l'axe, il monopolise au moins 2 joueurs. Donc 2 défenseurs. Et hier même, disons, lors du match face aux Lesotho, oui, on a vu 3 joueurs faire le marquage sur lui. C'est-à-dire que 2 au marquage direct et 1 en couverture sur lui. Et l'action du but, quand vous regardez un peu, quand il arrive à tout le monde s'attendait à ce qu'il frappe. À ce qu'il frappe. Quand il a réussi à tromper la vigilance de ces 2 gardes de corps, il est parti, mais le gardien était là et il a réussi à remettre la balle en retrait. Donc il joue utile pour l'équipe, mais il faut qu'on arrive à trouver le schéma qui va permettre d'être à l'heure qu'on a connu à l'Ajax. Et en ce moment-là, les éléphants vont en profiter énormément. Et d'ailleurs, parlons de ces éléphants. Juste après le match, nos reporters, que sont Salif Ouattara, Moyabi Diabaté et Sojan Silver, leur ont tendu le micro. Voici leur réaction. J'ai bien vécu ma première. En plus, je ne prends pas de but. Voilà, c'est une belle première. Même si je n'ai pas eu grand-chose à faire. Le peu de choses que j'ai fait, j'ai bien fait, donc voilà, je suis content. Même s'il n'avait pas trop d'adversité, mais ça fait quand même plaisir de gagner. C'est la première sélection, c'est clair, mais voilà, je suis très content. On a gagné 1-0, on n'a pas pris de but, on a été solide. Donc c'est bien pour toute l'équipe. Je pense que j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Après, je n'ai pas été décisif, ça c'est autre chose. Mais j'ai fait mes différences, j'ai donné des ballons aussi. Le but là, qui est sifflé hors jeu, c'est moi qui crée le danger et tout. Mais là, sur ce match, on a l'essentiel, je pense. On a la victoire. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une défaite face à la Zambie. Donc il était important de gagner ce match-là pour renouer les liens avec le public. Le coach nous avait demandé de presser haut et de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. C'est ce qu'on a fait, même si on n'a pas eu autant de buts qu'on aurait souhaité. Mais bon, voilà, le plus important à retenir, c'est cette victoire qui nous fait du bien et qui nous permet de continuer à préparer cette CAN chez nous. Et déjà dans le groupe, ils sont très bien intégrés. Et vous voyez quand ils sont bien intégrés, après ça réagit sur le terrain. On est très fiers d'eux, on est très contents et je leur ai dit que voilà, le plus dur commence maintenant. Et il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire encore plus parce que je sais qu'ils en ont la capacité et j'espère que tout va bien se passer. Plusieurs jeunes qui faisaient leur début en sélection, Yaya Fofana, également Oumar Diakité et bien d'autres, Ndjika. Tout cela, que dites-vous justement de leur début ? Une belle intégration. C'est vrai que face aux Lesotho, on ne peut pas juger véritablement de leur valeur, mais en tout cas, l'entente de ces joueurs-là a été appréciable, surtout la qualité de relance de Ndjika sur les joueurs défensifs. C'est lui qui tentait véritablement les passes à ras de sol et même les longues transversales pour trouver les joueurs dans le dos de la défense du Lesotho. C'est une très bonne qualité et il est gaucher. Dans l'axe de notre défense, c'est une denrée très rare dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et puis, Yaya Fofana, il y a quelque chose peut-être que les téléspectateurs n'ont pas remarqué, c'est qu'à chaque action où il intervenait, il félicitait ses défenseurs. Il félicitait ses défenseurs pour l'entente et la coordination entre ses sorties pour récupérer la balle et l'intervention en couverture de ses défenseurs. Et ça crée la confiance derrière. Ça crée la confiance parce qu'il est important de communiquer avec sa défense. Il a eu une seule balle chaude et cette balle chaude, elle a été sortie sur le côté, tandis que d'autres l'auraient dégagée dans l'axe. Donc ça prouve déjà qu'il a une certaine qualité. Il fait 1m94 pendant que la Côte d'Ivoire recherche non seulement un bon et un grand gardien. Donc il y a de la place pour lui, à lui maintenant de savoir tenir la dragée haute quand il est là parce qu'il y a de la concurrence dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Sinon, pour le nouvel entrant, pour moi, satisfait total. Max-Alain Gradel, le capitaine, l'a dit, le plus dur commence maintenant pour ces jeunes. On peut le dire, opération réussie pour eux. Oui, ils s'intègrent bien dans le groupe quand on voit la mentalité avec laquelle ils ont abordé le match. Et moi, à mon avis, la satisfaction, c'est plutôt sur les côtés. Les deux jeunes, on a vu le lien entre la transmission des balles et la complicité qu'il y a eu sur le côté droit. Ce côté droit avec Oumar Diakité, franchement. Avec Oumar et Maxwell Cornet, on a vu que ça a vite pris. Donc ça veut dire que les anciens les ont acceptés, ils ont été bien intégrés. Maintenant, à eux de prouver qu'ils peuvent prendre des places. Qu'ils peuvent prendre des places. D'ailleurs, plusieurs professionnels, que dis-je, plusieurs officiels étaient à San Pedro pour voir ce match. Ils ont vu évoluer nos éléphants sur le terrain. Voici leur réaction.
Un match gagné, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je pense que chaque match qu'on va jouer va servir à être au plus haut niveau pour la CAN, afin d'aborder la CAN. Et c'est la CAN la plus importante. Et aujourd'hui, les 3 points ont été pris et on est content. Ouais. Nous attendons encore plus d'eux. La Côte d'Ivoire attend beaucoup d'eux. Le CNSE, la population de la Côte d'Ivoire attend beaucoup d'eux. Qu'ils sachent qu'une fois on porte le maillot, la Côte d'Ivoire, on doit sortir de ces trucs. Je veux dire félicitations au président de la République, à l'ONS, au ministre des Sports et au président Idriss Diallo pour vraiment ce joyeux boulot. En tout cas, nous sommes fiers d'être Ivoiriens en voyant cela. Déjà, je retiens la victoire. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je suis satisfait parce que vous avez vu qu'on a fait jouer aujourd'hui beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais eu de sélection. Prenez le gardien Yaya Fofana, c'était sa première sélection. Et voilà donc la Côte d'Ivoire qui gagne. Ils ont fait l'essentiel, ils ont remporté ce match qu'il ne fallait pas perdre d'ailleurs donc à San Pedro, ce stade qu'on inaugurait. C'était important ce symbole. Oui, la symbolique était forte. Quand vous avez un stade qui porte le nom de Laurent Pokou, qui est l'une des plus grandes gloires, sinon la plus grande gloire de notre football moderne, il était donc normal que les éléphants puissent ouvrir cette campagne-là à San Pedro, avec une victoire à San Pedro qui, si on se rappelle bien, a porté bonheur à la Côte d'Ivoire en 92 avec la préparation pour Sénégal 92. Donc les éléphants ont répondu présent. C'est vrai que le score, on l'aurait espéré beaucoup plus large, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt parce que les éléphants doivent convaincre surtout sur la qualité de jeu et sur l'envie. Et effectivement, il a manqué un leader. Quand à la 80e minute, on mène 1-0 et qu'on tente une reculette ou on tente, je vais dire, des dribbles superflus à l'entrée de la surface de réparation alors qu'on peut scorer, là, il manque un leader parce que vous avez un garçon au milieu de terrain ou en attaque, mais vous criez là-dessus. Comme en 98, quand Badra remet en place son équipe de la SEC pour remporter cette Ligue des Champions, il faut quelqu'un pour être le relais du sélectionneur sur le terrain. Il faut quelqu'un pour leur dire, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de matchs amicaux. Tous les matchs comptent et il faut scorer autant que possible. Ouais, c'est clair. Et est-ce que comme tous ces officiels, Seydou Koulibaly, vous avez pris plaisir à être dans ce stade de San Pedro, stade Laurent Pokou, avec ses installations? Tous les journalistes étaient heureux d'y être. Hein. Ouais, il faut dire que c'est l'un des plus beaux stades, ça va être l'un des plus beaux stades de cette CAN, hein, parce que d'abord, l'architecture est très originale, avec ces 2 ouvertures qui laissent passer de l'air. Et dans ce stade, on prend du plaisir à regarder jouer les équipes. Et puis la symbolique était très forte. Quand même, quand on rend hommage à Laurent Pokou, Laurent Pokou, c'est quelqu'un qui a marqué le football ivoirien et le football africain. On ne va pas revenir sur tous ces faits ici. On sait qu'il a été 2 fois meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, en 108 et en 110. D'ailleurs, le trophée a été remis officiellement à la République de Côte d'Ivoire. Par sa famille. Voilà, par sa famille biologique. Ce trophée-là qui lui coûtait très cher et qu'il avait confié à un de ses cousins, un ancien basketteur, Blaise. Et Pokou, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire au niveau du football. Et qui a été aussi quelqu'un reconnu à l'extérieur. En France, notamment à Rennes, où il a joué, et après à Nancy, où il a joué. Tout le monde connaît Platini, mais tout le monde ne sait pas que quand Pokou est arrivé à Rennes, à Nancy plutôt, Platini commençait sa carrière. Et Pokou était le grand frère. Donc, c'est vous dire à quel point ce monsieur, c'était un grand. Ben ouais. Un grand. Marqué 6 buts en une phase finale. Et marqué après 8 buts dans la seconde phase finale et avoir 14 buts, un record qui a tenu presque 40 ans, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc la symbolique était très forte. Ça c'est un. Donc les éléphants se devaient de gagner pour honorer la mémoire de... Et comment est-ce que vous avez vécu l'ambiance concrètement dans ce stade? Une très belle ambiance. Ouais. Une très belle ambiance. Comme d'ailleurs la plupart des stades de l'intérieur, ça m'a rappelé un peu Boaké, où quand il y a des matchs, le stade est toujours plein. On a vu cette ferveur qu'il y avait autour des éléphants. Et j'arrive à me poser la question et dire, mais si les éléphants disputaient la majorité de leurs matchs à l'intérieur du pays, je pense qu'ils auraient plus de supporters qu'à Abidjan. C'est vrai que demain, Ebimpe va me faire mentir, j'espère. On espère bien. En tout cas, suivons à travers la caméra de Moyabi Diabaté, justement, l'ambiance qui prévalait donc dans la ville de San Pedro, les à côté de ce match, parce qu'autour de ce Côte d'Ivoire-Lesotho, il y avait une excellente ambiance, nous dit Moyabi Diabaté. On ne veut pas beaucoup, on veut 3-0 seulement, 3-0. 200 francs seulement et 100 francs, la paix
à 200 francs. Il a fait beaucoup parce que les Ivoiriens sont sortis massivement pour venir soutenir les éléphants. Il n'y a pas de bière. Il faut la bière. C'est pas normal. Moi, je suis quitté jusqu'à Gabiagui pour venir ici. Donc tout le monde, c'est l'enthousiasme. Les briquets, les bidons ne rentrent pas. Les bidons les bouteilles ne rentrent pas. C'est bon maintenant? Ouais, ça va. Je suis orienté maintenant, ça va. Voilà, sinon, franchement, j'étais un peu découragé, quoi. C'est notre première fois, on est débordé. On est débordé, mais ça va aller. On n'arrive pas à manger. On a payé une nourriture plus que 10 000. Arrivé au portail, on nous a tout arraché. On dit qu'on ne peut pas manger ici. Les autres, ce n'est pas un pays qui doit nous calmer jusqu'à ce point-là. 1 euro, non, c'est décourageant. Pour un pays organisateur, hein, nous de San Pedro, là, nous les gens de San Pedro, nous sommes dévoués pour la Côte d'Ivoire, mais franchement, ça décourage. Vraiment, si c'est comme ça va continuer. Bon, je ne pense pas qu'on a une chance pour la Coupe d'Afrique à domicile. L'équipe encore a besoin de travailler et tout. Découragement n'est pas ivoirien. Je sais qu'on va y arriver. Voilà, contre le Mali, on va battre le Mali. Donc, ces supporters qui en voulaient plus, hein, qui voulaient du 3-0, du 4-0. Mais bon, messieurs, l'appétit venant en mangeant. Voilà. On ne peut pas appeler le stade Laurent Pokou et puis gagner 1-0. C'est clair, c'est clair. Mais bon, on espère que les choses vont s'améliorer. D'ailleurs, demain, il y aura ce Côte d'Ivoire-Mali. On verra encore une fois donc, les poulains de Jean-Louis Gasset s'exécuter. Et c'est sûr qu'ils vous feront plaisir. Tous à San Pedro, d'ailleurs, ont reconnu et salué l'expertise ivoirienne qui a fait sortir de terre ce stade Laurent Pokou de San Pedro. Suivant, ce stade a été inauguré devant Salif Ouattara. Son commentaire. Par ce geste symbolique, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, accompagné du ministre gouverneur du Bassa-Sandra, Légré Philippe, et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ouvre officiellement les portes du stade Laurent Pokou de San Pedro. Accompagné des membres de la famille Ndri Pokou, la délégation a ensuite eu droit à une visite guidée du stade. Les vestiaires, les salles de conférence et annexes, les salons VIP et VVIP, les tribunes et la pelouse. Autant de compartiments visités avec en prime la remise officielle et symbolique de la clé du stade Laurent Pokou. Moment d'émotion, la famille de Laurent Pokou remet son trophée de meilleur buteur de la CAN 70 à l'État de Côte d'Ivoire. En donnant le nom de Laurent Pokou à ce majestueux stade de 20 000 places, construit à l'occasion de la CAN 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, voudrait rendre un vibrant hommage à tous les sportifs, à toutes ces filles et fils de Côte d'Ivoire, depuis Gabriel Tiako, en passant par Cissé Chek. Grande joie pour les élus cadres du district du Bassa-Sandra. Nous avons eu la chance, nous, de connaître Laurent Pokou. Nous avons vu ces merveilles à Abidjan et surtout à Rennes. Je pense qu'il mérite ça. San Pedro, commune et San Pedro, banlieue, nous devons être fiers. Seul l'État nous a construit un stade splendide. C'est un sentiment de fierté, de joie, de considération par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a permis que nous ayons vraiment ce monument chez nous à San Pedro. Comme cadre, on avait quand même plus de 100 cadres qui ont travaillé en permanence sur l'ensemble de ces projets. L'ensemble de tous les ouvriers, que ce soit des carreleurs, des maçons, des électriciens. Une expertise ivoirienne que la RTI également a saluée. Ah oui, et il faut dire que c'est le seul stade parmi tous les stades qui ont été construits ou qui ont été rénovés pour la CAN. C'est le seul stade où on a eu besoin de l'expertise ivoirienne, où une entreprise ivoirienne est intervenue, a géré les travaux jusqu'au bout. Et quand nous avons eu la chance de visiter ces stades-là pendant la construction, et on s'est rendu compte que 90% de l'effectif, c'était un effectif ivoirien. Ben ouais. Donc, que ce soit les ingénieurs, comme l'a souligné tout à l'heure dans le document le PCA d'Omni Travaux,
qui a géré ces travaux-là au niveau de San Pedro. Donc, c'est le seul stade qui a bénéficié vraiment de toute l'expertise ivoirienne. Le stade de la Cité Cannes. Et la Cité Cannes, et le stade d'entraînement, et le stade principal. Waouh. Donc, c'est vraiment une fierté. Et tous les journalistes présents nous ont parlé de cette bonne connexion. Quand on regarde un peu ce stade, on le voit, son architecture est originale. On a l'habitude de voir les stades de football qui sont fermés, mais là, on a vu un stade qui est ouvert. Et Ricardo Zaba nous en parlait dans son commentaire. Il était face pratiquement donc aux joueurs sur les terrains. Et puis, les journalistes qui nous parlaient de cette bonne connexion Wi-Fi. Roméo Koulibaly, des conditions idéales de travail à San Pedro. Conditions optimum de travail, déjà avec la position de la tribune de presse. Les journalistes sont juste au-dessus, je pense, du tunnel d'entrée des joueurs de façon bien axiale qui permettent, bien sûr, une bonne vision périphérique du stade afin de pouvoir donner les analyses et les commentaires qu'il faut. Ensuite, une cabine de presse véritablement avec des conditions non seulement de connexion Internet et on va dire de commodité parce qu'on a des cabines de presse où c'est difficile même de s'intégrer pour pouvoir prendre note et commenter les matchs. Mais à San Pedro, c'était très beau. Et puis les supporters et les spectateurs étaient dans de très bonnes conditions. Maintenant, la ville va rejoindre le stade puisqu'il est situé un tout petit peu loin de cette ville de San Pedro, mais que c'est bien fait, surtout à signaler que quand les Ivoiriens veulent, ils peuvent, et puis le stade de San Pedro le montre très très bien. Et oui, et puis il y avait des bus pour transporter justement tous ces supporters qui avaient donc leur ticket. Une cinquantaine de bus qui sont arrivés à San Pedro par le biais de la Sotra, qui ont permis de transporter les supporters, parce que c'est quand même un peu éloigné de la ville. Donc transporter les supporters, tous ceux qui avaient des billets, qui avaient des tickets d'entrée au stade, ont été transportés gratuitement et ramenés en ville après le match. En tout cas, donc, belle organisation. Originale. Belle organisation à saluer dans l'ensemble, que ce soit la Fédération ivoirienne de football, le COCAN, comité d'organisation donc de la prochaine CAN en terre ivoirienne, et aussi tous ces experts de la CAF qui étaient là pour voir ce match. D'ailleurs, à l'issue de cette cérémonie d'inauguration du stade Laurent Pokou de San Pedro, plusieurs gloires ont tenu au micro de Salif Ouattara, donc à saluer l'hommage à Laurent Pokou et à eux rendu également. J'aurais aimé à l'époque, à mon temps, avoir des pelouses aussi impeccables que cette pelouse-là. Bon, je crois que les générations futures ont de la chance. Ça me donne la chair de poule. Laurent Pokou n'a pas vécu une finale. Il a donné à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire méritait. Aujourd'hui, il est parti. Nous sommes derrière. On vient le soutenir ici. Bon, on fait avec. Mais c'est un hommage mérité. Nous avons remercié la fédération qui a permis cela. Vous savez, quand vous voyez un arbre grandir, il faut aussi savoir qu'il y a eu des racines. Et ces racines, c'est les éléphants 92 qui ont donné, qui ont impulsé cette institution pour permettre aux jeunes de gagner. Ce stade, il est magnifique. C'est la première fois d'être ici à San Pedro. Et je suis allé à Mbempe, je suis allé visiter un peu le stade Christopher Boigny. Je suis venu ici, j'ai assisté à l'entraînement de l'équipe nationale et j'ai vu que la pelouse, elle est immense. La génération 92, c'est un honneur et c'est un grand hommage qui nous rend. Et nous, je crois qu'on est disposé et disponible à soutenir nos jeunes frères. Voilà un stade que tout le monde apprécie. Et d'ailleurs, le rendez-vous de San Pedro a été aussi l'occasion pour le comité d'organisation de la CAN, le COCAN, de roder son dispositif volontariat et billetterie. Des jeunes de la région du Bassa-Sandra, cooptés pour la circonstance, étaient à leur première expérience. Salif Ouattara les a suivis pour nous. 100 points. 48 heures avant le match opposant la Côte d'Ivoire au Lesotho, le centre polyvalent de San Pedro est bondé de monde. Des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 45 ans, réunis pour écouter Oumar Sako et son staff. Le programme volontaire du COCAN est dans sa phase active. Plus rien n'est laissé au hasard. Le COCAN insiste sur la politesse, la courtoisie et le sens du civisme. Pour passer de la théorie à la pratique, direction le stade Laurent Pokou de San Pedro. Les 425 volontaires retenus pour le match prennent connaissance avec leurs différentes zones de compétences. L'accueil au salon VIP et VVIP, la gestion de la main courante aux abords de la pelouse, l'orientation des supporters dans le stade. Il y a 3 grands groupes. Il y a les stadiers. Eux, ils s'occupent de la sûreté et de la sécurité. Ils ne suivent pas le match. Il y a ceux qu'on appelle
les volontaires en charge des spectateurs. C'est ceux-là qui vont lire les tickets des spectateurs pour les orienter à leur place. Et à les volontaires du secteur médical. Ils interviennent en cas de situation où un spectateur ou un invité a un souci de santé pour lui venir en aide. Cette omniprésence des volontaires, Janvier Kouakou, chargé de la billetterie au Kokan, l'attendait. Avant le match, il explique le nouveau processus d'entrée au stade aux volontaires. Votre rôle, c'est de les orienter à venir avec le QR code. C'est l'élément qui permet d'être authentifié. Jour de match, les choses se passent plutôt bien. Les billets ont été conçus avec tout le niveau de sécurité qu'il faut, des hologrammes, des aplats métalliques et autres. On a eu quelques soucis techniques avec des coupures de courant, donc les tourniquets avaient pris un coup, mais en 2 minutes, le volet technique, tout s'est bien rétabli et là vous voyez tout le monde en train d'entrer au stade normalement. Le Kokan peut également se réjouir d'avoir testé son dispositif d'accréditation média lors de ce match. Un apprentissage sur le terrain qui donnera plus d'expérience aux différentes équipes du comité d'organisation locale. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes Ivoiriens concernés par l'organisation de la prochaine CAN ici sur nos terres. Ce Côte d'Ivoire, Lesotho, a été à San Pedro l'occasion pour le diffuseur hôte de la prochaine CAN, la RTI, de déployer son dispositif et rendre fonctionnel le système de captation d'images du stade. Salif Ouattara pour le point. Diffuseur hôte de la CAN 2023, la radiodiffusion télévision ivoirienne ne pouvait pas manquer le rendez-vous de San Pedro. À côté du match officiel, Côte d'Ivoire-Lesotho, la RTI jouait également un match décisif. Câbler le stade à temps, trouver les bonnes positions pour la captation d'images, relier tout ceci au centre névralgique, le cadre de production pour la retransmission du match en direct sous fréquence nationale et international. Je pense que l'état d'esprit est au beau-fils au niveau des agents. Là, aujourd'hui, au niveau des commissions sportives, en termes de production, on a un véritable savoir-faire. Je vais rappeler que c'est près de 200 matchs par an que nous produisons. Toutes compétitions confondues, Ligue 1, Ligue 2, matchs amicaux des éléphants, CAF. Pour le test de San Pedro, la RTI a déployé plusieurs services compétents. La direction technique, la direction de la production, les équipes éditoriales, le service médical, la communication et le marketing. Chez Vie ouvrière, la direction des projets et de la planification. Nous avons déployé nos équipes pour pouvoir tenir compte de ce cahier de charges. Donc que ce soit les techniciens, les journalistes, les commentateurs, tout le monde est là pour faire vivre en tout cas ces grands événements à nos différents téléspectateurs. Au bout des 90 minutes, le bilan est positif pour le diffuseur hôte. Ça a été une réussite, mais comme chez nous, on ne baisse pas les bras. Nous partons directement sur Abidjan, sur Ibimpe, parce que le mardi encore, nous avons un match avec les éléphants. On s'installe à Ibimpe. Ouais, c'est une occasion pour nous de féliciter réellement toutes ces équipes techniques parce que, comme ils l'ont dit, le match est terminé à San Pedro et automatiquement les équipes ont remballé pour Abidjan. Et ce soir, je pense qu'elles ont pratiquement fini de s'installer à Ibimpe. Et demain, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier aura le match Côte d'Ivoire-Mali. Mais c'est une initiative à saluer quand même. C'est vrai qu'on va dire qu'on est un peu laudateur, mais la RTI a fait quand même bien les choses. On l'a déjà vu, tous ces stades, c'est des stades neufs. On n'avait jamais joué sur ces stades. On n'avait jamais retransmis des matchs en direct. Et là, on retransmet un match qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas n'importe quel match. C'est un match qui répond aux standards et aux normes internationales. Et cela a été réussi. Donc, c'est déjà un bon pas pour montrer à tout le monde que la RTI est capable de retransmettre et a toujours retransmis les grands événements sportifs. Ben ouais, c'est clair, avec toutes ces images et ces plans qu'on a appréciés. Plusieurs téléspectateurs d'ailleurs nous ont fait cas de ces plans, tout nouveaux plans qu'ils ont appréciés. Il faut féliciter surtout Oro Joseph, qui était le réalisateur. Et tous les techniciens et toute la réalisation. Alors, les promoteurs touristiques se préparent également donc à recevoir tous ceux qui viendront à San Pedro pour la prochaine CAN. La CAN, la réussite de la CAN 2023 dépendra également de tous les Ivoiriens, nous dit Jean-Sylvain Rissot. À l'instar des autres villes qui abriteront la CAN 2023, San Pedro veut offrir à ses visiteurs un meilleur séjour, surtout dans le domaine de l'industrie touristique présidée par Doudou Mbaye. Tous ceux qui viendront
San Pedro, ils n'iront pas dessus parce qu'on a pris toutes les dispositions. Chaque matin, il commence sa ronde par cet espace événementiel situé en bordure de la plage. San Pedro, c'est aussi les belles plages. Oui, les belles plages parce que le littoral de San Pedro, vraiment, on a du sable fin. Et tous les matins, c'est balayé, les plages sont balayées. De manière générale, tous ceux qui exercent sur le littoral font l'entretien des plages à San Pedro. Après la plage, Doudou Mbaye rend une visite inopinée au responsable de ce complexe hôtelier qui a plusieurs fois été inspecté par la CAF et le COC en 2023. Concernant le côté hébergement, alors tout ce qui est complexe hôtelier, tout est fin prêt. Autres acteurs qui veulent aussi offrir la qualité à leurs visiteurs, les restaurateurs, dont les espaces s'étendent tout au long du quartier Lac. Nous avons une particularité dans la qualité, parce que nous savons faire plaisir à nos clients. C'est un événement historique que abrite aujourd'hui encore la Côte d'Ivoire. Et San Pedro ne veut pas être en marge de cet événement. À 4 mois du coup d'envoi de la CAN 2023, San Pedro a déjà fait sa mue pour réserver un accueil chaleureux à ses futurs visiteurs. Élément de Jean-Sylvain Resso et Moyabi Diabaté. La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN a permis au Ghana, au Mozambique, à la Mauritanie, à la Gambie et à la RDC de valider leur billet pour la CAN de l'hospitalité. Arsène Kouassi nous en parle. Dans la poule de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de vainqueur entre les Comores et la Zambie. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul d'un but partout. Benjalou Youssouf ouvre le score à la 45e minute, mais c'est en seconde période que Patson Dakar permet à la Zambie de rétablir la parité. Déjà qualifiée, la Zambie prend la tête du groupe H avec 13 points devant la Côte d'Ivoire qui a le même nombre de points mais avec une différence de but inférieure. Le groupe E a également livré son verdict. Le Ghana qui recevait la Centrafrique s'est imposé. Les Black Stars étaient menés dès la 25e minute après la réalisation de Louis Mafuta. Les Ghanéens vont ensuite sonner la révolte en égalisant d'abord par l'entremise de Mohamed Koudous avant que Ernest Nouamad ne donne la qualification à ses coéquipiers dans les derniers instants de la partie. Le Mali, déjà qualifié, s'est largement imposé contre le Soudan du Sud. Une victoire amenée par Ibrahima Koné, auteur de l'ouverture du score, avant que Kamori Doumbia ne s'offre le doublé, d'abord à la 29e minute, puis à la 57e minute. Très actif dans ce match, Dorgelas Néné parachève le succès des Aigles du Mali avec un 4e but. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Burkina Faso, déjà qualifié également, avait l'occasion de prendre une option pour une première place en cas de victoire à domicile face à l'Eswatini. Finalement, à l'issue d'une rencontre pauvre en occasion de but et largement dominée par les étalons, les deux équipes se neutralisent sur un score vierge. Dans l'obligation de gagner pour se qualifier, le Bénin concède une défaite fatale sur la pelouse du Mozambique au terme d'un match à rebondissement. Steve Mounier débloque la situation en faveur du Bénin sur pénalty à la 20e minute avant de se faire rejoindre 7 minutes plus tard par Witi du plat du pied. Il est imité par Ricardo Guimarães qui redonne l'avantage aux Mozambicains. Mais loin d'être démotivés, les Guépards du Bénin reviennent dans la partie avec l'égalisation de Jodel Dossou. Alors qu'on s'achemine vers le nul, Clésio Bock offre le but victorieux dans les temps additionnels, 3-2, score final. Mozambique, également Gambie. Est-ce qu'on peut parler de surprise, Seydou Koulibaly? Non, pas forcément, pas de surprise. Je pense que c'est vrai que cette CAN va être une grande CAN, mais quand on voit les qualifiés, déjà les noms des qualifiés, le Mali qu'on va croiser demain, qui est qualifié, le Sénégal, c'est logique, le Burkina Faso, la Zambie, le Ghana, le Mozambique, c'est logique. C'est des pays qu'on retrouve en général depuis ces dernières années au niveau des CAN. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. La Gambie sera à sa 2e CAN, hein, je crois. Et puis on a aussi la Mauritanie. Finalement, le Mozambique a joué un mauvais tour au Bénin. Le Bénin perd, on va dire, sa qualification déjà au pays. Et aller se qualifier au Mozambique, ça paraissait assez difficile. Mais quand on regarde le match, les Béninois ont quand même des regrets à se faire. Vous menez au score, vous arrivez à revenir à la marque à 2-2. Et puis après, vous avez un passage à vide totalement qui vous fait perdre cette rencontre-là 3-2. Ils auront véritablement de quoi se plaindre, hormis la CAN en Égypte en 2019 où ils ont véritablement fait belle figure en sortant de grands noms. Après ça, c'est terrible. Le football béninois est en crise. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il se relève beaucoup plus vite. Et puis à noter ce petit Amara Diouf
meilleur buteur de la CAN U17, qui honore sa première cape avec le Sénégal. Ouais. Une équipe totalement bis, avec des joueurs qui honoraient leur première cape pour cette équipe du Sénégal, mais qui quand même accrochent le nul. Ça voudrait dire attention au Lion, parce qu'en plus d'avoir des joueurs efficaces déjà titulaires, la prochaine garde est déjà en alerte avec 15 ans et quelques jours. C'est vraiment à féliciter, lui qui est déjà sur les pistes de Metz. Et puis c'est clair. Cette CAN sera une CAN ouest-africaine aussi. Hein. Ben oui. Déjà sur 21 pays qualifiés pour le moment, on a 7 qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, donc 6 qualifiés sur le terrain, plus la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Ça promet. Ça promet. Le Cameroun face au Burundi demain, est-ce que vous mettez une pièce sur le Cameroun déjà? Sur le Cameroun, parce que je pense que ça va être très difficile de battre le Cameroun à Garoua. Ouais. Donc le Cameroun, c'est vrai, traverse une période un peu bizarroïque, je dirais, parce que depuis un moment, que ce soit le sélectionneur, que ce soit le président de la fédération, ils sont plus ou moins mis sur la sellette localement, et les Camerounais n'ont pas confiance à l'entraîneur. Ils se disent que Rigobert Song n'a pas l'étoffe de celui qui peut conduire les Lions à la CAN et qui peut même leur faire gagner la CAN. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est une équipe qui est en reconstruction. D'accord. Quand on a connu une période glorieuse, à un moment donné, il y a un passage à vide et l'équipe est en train de se reconstruire tranquillement. Et elle peut surprendre. Elle peut surprendre. Ça va être difficile qu'elle surprenne parce qu'il y a quand même des cadors, des équipes très solides comme le Sénégal. C'est clair. Mais je pense qu'à Garoua, le Cameroun va se qualifier. Le Cameroun, c'est tout le mal qu'on peut leur faire parce qu'on les attend. Ah ouais, tout le monde les attend. Côte d'Ivoire. Mais c'est clair. On se retrouve juste après cette courte pause. C'est qui ça? Joe, mais quoi? Oh. Ici, là, ça tenait le coup ou bien? Mon frère, je suis tombé fan de boxe. Allez, viens. Attends, moi je t'appelle. Attends. Attends. Joe, on est tombé fan La boxe et d'autres passions pour tomber fan du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Nous sommes bel et bien de retour pour la suite de Lundi Sport et cette fois-ci vous parlez de ce Côte d'Ivoire-Mali que tout le monde attend. Et ce mardi, les éléphants vont croiser le fer donc avec les aigles du Mali. Les aigles préparent un coup aux Ivoiriens. Attention, suivons cet élément déjà qui annonce les couleurs. Côte d'Ivoire-Mali, un derby sous-régional que tous les Ivoiriens attendent pour enfin juger le niveau du groupe de Jean-Louis Gasset à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football à domicile. Dans une rencontre qui sera tout sauf amicale, les Aigles, qui n'ont toujours pas digéré l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte, viendront avec l'esprit revanchard au stade Alassane Ouattara de Bimpé, face aux Maliens qui disposent de très bons joueurs et surtout dans le secteur médian, tels que Yves Bissouma, Diadier Samasekou ou encore Adamanos Traoré. L'équipe des éléphants gagnerait à se méfier, surtout défensivement. La composition de Jean-Louis Gasset pour ce match contre le Mali devrait être différente de celle de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 où le technicien français a fait confiance aux jeunes. C'est un duel épique que les deux pays voudraient bien gagner et leurs représentants d'ailleurs l'ont signifié en conférence d'avant-match. Suivons. On connaît la qualité des joueurs maliens et comme on le dit, c'est un pays voisin donc c'est un derby. Donc on mettra toutes les chances de nos côtés pour pouvoir gagner ce match. C'est un derby, donc on le prépare comme tous les autres matchs. Donc la pression est positive, on a 24 heures d'une grande affiche, donc on est prêt. Pour moi, c'est une superbe opposition pour mon équipe qui va nous permettre de savoir où on en est. Et ensuite, après, j'aurai un petit peu le temps pour essayer de gommer nos points faibles et de renforcer nos points forts. Détermination affichée de part et d'autre et la Côte d'Ivoire est avertie, Roméo Koulibaly. C'est une équipe d'un tout autre calibre. Hein. Le Mali, c'est une équipe en pleine confiance. Sékou Chel, en 8 sorties avec les Aigles du Mali, c'est 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. 17 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Wow. C'est une équipe qui vit bien avec une moyenne d'âge d'environ 22-23 ans.
des joueurs qui tiennent la dragée haute dans le championnat européen. Amari Traoré, l'ancien capitaine de Rennes. Vous avez Moussa Djenepo. Vous avez Yves Bissouma qui rayonne à Tottenham, qui est aujourd'hui le détonateur, le dépositeur du jeu malien. Vous avez des joueurs comme Kamari Doumbia de Brest, 20 ans, et puis Néné Dorgelès, le feu follet de Salzbourg. Donc les éléphants auront pour une fois une véritable opposition en face. On pourra jauger que vaut véritablement cette équipe de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un match amical, c'est un derby. Il y a une suprématie sous-régionale à assumer. La dernière défaite des Ivoiriens remonte, si je ne m'abuse, au 13 mai 1995. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas nés, ne se souviennent même pas d'avoir perdu face au Mali. Donc il faut assumer ce statut-là et on attend véritablement un engagement, un respect tactique et puis on espère à la clé une victoire. Ben ouais, depuis 1993, quand même, ça va être le 8e match amical que la Côte d'Ivoire va donc observer avec le Mali. Et c'est beaucoup de victoires pour la Côte d'Ivoire face au Mali. Il y a une belle histoire avec... L'histoire répond déjà donc en faveur de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que ça va se poursuivre? Oui. C'est que la Côte d'Ivoire a toujours triomphé du Mali. Et ça, c'est un honneur qu'ils veulent laver chaque fois qu'ils croisent la Côte d'Ivoire. On l'a vu dans l'élément lors de la CAN 2019. Oui. Voilà, où ils ont été battus. Dans le jeu, ils nous avaient dominés, oui. Mais on avait fini par l'emporter. Et ce test-là, il arrive au bon moment, parce que c'est un test grandeur nature pour les éléphants. C'est un adversaire d'un autre calibre par rapport à ceux qu'ils ont croisés dans les... Mis à part la Zambie qui se cherche un peu dans le groupe dans lequel ils étaient logés. C'est une équipe qui est en pleine confiance, c'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui aime posséder le ballon comme les éléphants. C'est un peu... on a l'impression que c'est une équipe qui... Les éléphants vont se regarder dans un miroir. C'est cela, parce qu'on se dit aujourd'hui que l'écart s'est rétréci entre ces deux nations. C'est pratiquement le même football. Il n'y a pratiquement pas plus d'écart, parce que c'est pratiquement le même football. On ne sait pas si ce sont les germes Jean-Marc Guillot qui se sont retrouvés de l'autre côté du Mali. Mais aujourd'hui, quand on voit cette équipe du Mali jouer, c'est un peu comme la copie des éléphants. Donc c'est pour ça que je dis que les éléphants vont se retrouver face à un miroir. Ils vont se retrouver face à eux-mêmes. Voilà, à un clone qui et quand c'est comme ça, finalement... Ça va être très difficile. Un match difficile. D'ailleurs, Gassé ne va pas aligner l'équipe expérimentale qu'il a mise en place à San Pedro. Je crois que tous les ténors vont... Mais il peut nous surprendre. Aurier et autres. Mais quand même, il ne va pas prendre ce risque, hein? Non, il ne va pas prendre ces risques. Il va pas prendre ces risques. Même s'il y a des jeunes qui vont entrer, ils vont entrer en cours de jeu peut-être pour tester un peu. Mais à Ebimpe, devant, je pense que demain, il y aura pas moins de... Et la pression sera très grande. La pression sera très forte et les Ivoiriens attendent autre chose. Et je pense que c'est l'équipe A, la véritable équipe des éléphants qu'il va aligner. Et finalement, quand on a un match face à un adversaire de la trempe du Mali, il faut puiser finalement dans ses ressources mentales. Le mental va faire la différence parce que du côté malien, ils viennent pour regarder dans les yeux des joueurs ivoiriens. Il n'y a plus cet écart au niveau des stars entre les deux formations. Ce sont des joueurs qui se côtoient. Konaté, Karim Néné d'Orgelès sont compères au niveau de Salzbourg. C'est des joueurs qui se sont côtoyés dans le championnat de France, qui se connaissent, qui vivent en Europe au quotidien. Donc il y a ce côté mental qui va faire la différence parce que les Maliens ne viennent plus avec ce complexe d'infériorité. Peut-être qu'ils ont eu dans le passé. Maintenant, ils se disent la Côte d'Ivoire est une équipe prenable, la Côte d'Ivoire est une équipe en reconstruction. On a notre mot à dire et c'est un signal également que le Mali veut lancer aux différentes nations pour cette CAN 2023 parce que pour moi, le Mali fait partie des véritables outsiders de cette compétition qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Véritable test de nature, la Côte d'Ivoire, les éléphants n'ont pas droit à l'erreur parce que le peuple ivoirien attend beaucoup. C'est clair. 19h, coup d'envoi de ce match Côte d'Ivoire-Mali en direct sur RTI 1. Le match sera également donc vécu par tous ceux qui effectueront le déplacement au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. La Côte d'Ivoire sera là, le Mali sera là, tous les supporters seront vêtus de leur maillot. Un rendez-vous à ne pas rater. Et d'ailleurs, il faut savoir que le coup d'envoi de ce match sera donné par l'ex-capitaine des éléphants, Yaya Touré, qui a été honoré cet après-midi par la Fédération ivoirienne de football en tant qu'ambassadeur des éléphants. On reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et pour ce Côte d'Ivoire-Mali, il y a des dispositions à prendre. La circulation sera quelque peu perturbée. Ce message du COCAN à l'endroit donc de tous ceux
des Ivoiriens qui iront vers Ebimpe. À l'occasion donc de ce match Côte d'Ivoire-Mali qui aura lieu le mardi à partir de 19h au stade d'Ebimpe, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football porte à la connaissance de tous les dispositions suivantes qui ont été prises. Les automobilistes venant d'Agboville n'allant pas au stade devront utiliser la voie de contournement à partir du carrefour du Grand Séminaire d'Anyama afin de rejoindre le boulevard menant à la gare d'Abobo. Pour des raisons de fluidité et de sécurité autour du stade, la voie de droite de Yopougon en direction d'Ebimpe est réservée aux véhicules munis de passes parking et aux bus spéciaux transportant les spectateurs. 2 espaces de stationnement ont été aménagés au profit des spectateurs détenteurs de véhicules et ne disposant pas de passe parking. Les spectateurs de type particulier venant de Yopougon ou d'Abobo peuvent stationner sur le parking situé non loin de la radio Arc-en-Ciel. Les spectateurs venant d'Anyama peuvent stationner sur le terrain de sport du village d'Ebimpe. 215 bus sont mis gratuitement à la disposition des spectateurs munis de tickets de match selon les modalités suivantes. Premier départ à partir de 13h pour aller et le retour après le match. Les points de ramassage sont à Bobo, gare d'Abobo, Samanké, Banco, Rond-Point, Danador et PK18. Adjamé, mairie et café-terré. Anyama à la mairie d'Anyama. Atekoubé, la mairie centrale et la mairie annexe. Koumassi, place Inch'Allah et mosquée. Marcory, le foyer des jeunes de Marcory. Port-Boué à l'espace Séni Fofana. À la Vridicité, et à Gonzagueville, terminus à Nani. Trècheville à la mairie de Trècheville. Yopougon à la place Figayo. Retenons simplement qu'aucun véhicule ne sera admis dans l'enceinte du stade s'il n'est muni d'un pass parking. Message du COCAN pour tous ceux qui souhaiteraient vivre de façon idéale donc ce Côte d'Ivoire-Mali. Nous allons à présent passer à la section multisport et cette section nous permettra de revisiter donc plusieurs éléments qui ont été produits par nos journalistes à RTI Sport dans la section multisport. Nous allons faire donc le point de la journée sportive de la gendarmerie nationale, passant de la Coupe nationale de handball. Nous aurons également le Festival africain des arts martiaux qui s'ouvre avec la formation des journalistes sportifs et le stage national de self-défense. Véronique Conan, Patrick Dadier et Arsène Kouassi nous font le point. 15 minutes de fitness sur le terrain de football de l'école de gendarmerie ont permis de mettre le corps en éveil pour entamer les rencontres de football, de volleyball et de démonstrations de taekwondo. Au Maracana, 6 équipes étaient aux prises. Aux sorties des matchs éliminatoires, l'équipe des divisions du commandement supérieur en blanc, moins à droite, s'est inclinée sur un score de 4 buts à 1 face à l'équipe du commandement des écoles et du centre de formation en bleu. Au volleyball, les unités spécialisées en rouge, plus dynamiques, ont marqué de leur empreinte la rencontre en prenant les devants dans les 2 sets. Le vice-champion d'Afrique au championnat de l'amitié, Touré Falikou, ceinture noire premier dan et une délégation de gendarmes taekwondoïnes ont montré leur savoir-faire à travers des démonstrations d'attaque-défense et des combats. Une activité à laquelle le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo Touré, a participé dans la convivialité. Vous synchronisez avec vous-même et puis avec vos camarades, avec vos chefs. Quand vous faites le sport ensemble, ça développe chez vous l'esprit de solidarité. Cette journée vient renforcer les liens de fraternité entre les gendarmes. Sous la houlette de Chifoukone Mamadou, initiateur de ce stage, les différents instructeurs, selon leur discipline, ont fait à tour de rôle montre de leurs talents d'instructeurs en self-défense pour le bonheur de ses pratiquants. Parmi ces instructeurs, l'on a pu noter la présence des grands maîtres en Shibai Patrick le Guide, ceinture noire 8e dan, Chotoryu et de Edouard Kangamoke du Yosei Kambudo, ceinture noire 10e dan. On n'a pas affiché sa valeur. C'est quand vous montez sur le tapis, en fonction de ce que vous démontrez, on connaît tout de suite la valeur, ça ne trompe pas. Vous avez pu voir la démonstration qui n'a pas été préparée. C'est la première fois que le Yosekan Karaté Do est là. Fasse Dieu que nous soyons là, plus nombreux à la 9e édition. Outre ces aspects sportifs, un vibrant hommage a été rendu au grand maître Edouard Kangamoke par ses élèves karatékas et de la spiritualité africaine. Au total, ce sont 120 pratiquants venus des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro qui ont pris part à ce stage national de self-défense.
La Côte d'Ivoire va abriter du 28 au 29 octobre prochain le Festival africain des arts martiaux dénommé Afro-Budo Festival 2023. Bien avant ce rendez-vous continental, un séminaire de formation a été initié à l'intention des journalistes en collaboration avec l'Union nationale de la presse sportive, présidée par Kati Touré Kodo, représenté à cette occasion par son secrétaire général Arnaud Gaza. Objectif: permettre aux hommes des médias de la presse sportive de s'approprier les éléments de langage des arts martiaux. Ce que nous souhaitons, c'est la manière d'enseigner que nous voulons harmoniser, aider un tant soit peu chacun à améliorer sa manière d'enseigner. Et maintenant, le deuxième aspect sur lequel nous insistons, c'est la morale. C'est-à-dire que l'éthique qui est contenue dans les arts martiaux doit être mise devant. Désormais mieux outillés, les journalistes promettent de mettre en application cet atelier de formation riche en enseignements qui a enregistré la présence des responsables de plusieurs disciplines et écoles telles que le Shotokan, le Taekwondo, le Kwaloklai, le Jujutsu et le Krav Maga. Les amoureux de la petite balle ont été servis d'une belle rencontre riche en action qui opposait Abidjan Handball Club en bleu-jaune à Africa Sport d'Abidjan. Durant les 20 minutes de la première période, les deux équipes restent à égalité, 10-10. Malgré la volonté de l'ailier droite, Traoré Namanion de Abidjan Handball Club, l'Africa plus technique prend de l'avance à la fin de la première période sur un score de 16-14. De retour des vestiaires, l'Africa renforce sa défense. Le mano à mano se poursuit, mais Animel Nemba trouve une occasion pour marquer. Le coude à coude continue. Tout se joue dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Les filles du président Prégnon Hippolyte se relancent et ne ratent aucune occasion qui leur est offerte. Abidjan Handball Club conclut parfaitement avec un but de Traoré Namanian, 33-28. C'est vrai qu'en premier temps, je n'ai pas reconnu mes joueuses. Même jusqu'à la fin, j'étais beaucoup stressé parce que c'est toute la première finale. Donc l'enjeu avait un peu tué le jeu. Mais par la grâce de Dieu, ils sont sortis dans le match. Je suis vraiment très ravi. Abidjan Handball Club est vainqueur de la Coupe nationale et rafle le prix de la meilleure joueuse avec sa gardienne Yao Nelly. Et voilà, juste vous rappeler que Côte d'Ivoire-Mali, c'est demain donc à 19h. Prise d'antenne 18h en direct sur RTI avec Fatima Sibé. Le plateau sera tenu avec 7 consultants et vous pourrez donc suivre tous les détails de ce match Côte d'Ivoire-Mali. 215 bus ont été mis en circulation donc, et à partir de 13h, des points de ramassage sont connus dans plusieurs communes d'Abidjan. On l'a dit à Bobo, à Djamé, à Niama, à Tekoubé, Koumassi, Marcory, Port-Boué, Trècheville et Yopougon. La plupart des communes donc à la mairie et puis à Yopougon, ce sera la place Figayo. Voici, messieurs, merci beaucoup à vous. Merci Samuel Metch. Merci d'être venu. Merci. Et puis on se dit à très très vite. Merci à toute l'équipe de réalisation. À bientôt. Au revoir. La boxe et d'autres passions pour tomber fond du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic.